Alors, bonjour à tous les trois. Merci d'être là. Alors, Canal Pourpre se réjouit bien sûr de vous voir parce que c'est au fond le deuxième entretien que nous allons faire avec le mouvement européen dont vous êtes les acteurs. La précédente rencontre qui a eu lieu à Canal Pourpre, c'était le 27 mars 2024. Un an, presque jour pour jour. C'était avec M. Carlin et M. Garrigue. Et là, vous êtes ni Carlin ni Garrigue. Vous allez vous présenter. Voilà pour le contexte un peu lointain et pour Canal Pourpre. Et quant à moi, je suis là parce que j'ai été invité par Mathis à entendre vos deux interventions à l'Imbra, la salle des fêtes de l'Imbra. Très bon choix. Où il y avait une cinquantaine de personnes un soir, très récemment, pour vous entendre parler du mouvement européen que vous représentez, mais aussi de la situation, disons, sociopolitique actuelle, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique et même ailleurs, puisque vous aviez parlé, Monsieur Massard, vous aviez parlé de Trump et de son électrochoc. Voilà, en tout cas, j'ai été très content d'assister à vos interventions. Je me suis permis de vous le dire par écrit, par l'intermédiaire de Mathis, qui a fait passer ce petit mot, qui a eu l'heure de vous plaire, en tout cas de ne pas trop vous déplaire, bien que, même si j'étais très content de vous écouter, la raison pour laquelle j'étais content est une raison un peu contradictoire, puisque tous les deux, vous avez insisté dès le départ de vos interventions sur le fait que ce qu'on appelle l'Union européenne, l'UE, n'avait rien d'une union politique, mais absolument rien. Vous avez insisté tous les deux sur le fait que cette union reposait en fait, non pas sur la désunion, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas une toute autre sorte d'union que l'union politique. Et donc, voilà pourquoi je vous avais écrit en disant, mais c'est quand même étrange, on n'entend pas ça souvent dans ce qu'on appelle les médias publics, qui n'ont en général rien de médias et rien de public. On n'entend pas souvent cette critique, entre guillemets, ou en tout cas ce point de vue de la part de gens comme vous qui s'y connaissent vraiment. Et donc, ça m'a interpellé. Et je me suis posé la question à moi-même, qu'est-ce que ce serait l'Union politique européenne? C'est un peu pour ça, je pense, que le mouvement européen que vous représentez, donc, c'est là-dedans qu'il s'inscrit. Mais vous allez nous en dire plus. Voilà, moi j'ai fini mon petit contexte. À vous la parole. Donc, nous allons essayer de tenter quelque chose de très difficile. Je disais tout à l'heure à M. Legge, c'est de parler politique, ou parler politiquement en tout cas, ce qui pour moi est une des choses les plus difficiles. J'avoue qu'à Canal Pourpre, on a essayé, on n'y est jamais parvenu. Pourtant, on a fait ce qu'il fallait peut-être. Le dernier épisode en date, c'est qu'on a essayé de parler avec le député de notre circonscription, et il ne nous a jamais répondu, tout simplement. Enfin, voilà. Voilà, à vous. L'un après l'autre. Bon, tu veux que je démarre? Je m'appelle Jean-Marie Massard. Oui. Vous l'entendrez sans doute à mon accent, je suis belge. Je suis né à Bruxelles, donc c'est quelque chose d'important dans le cadre européen, bien évidemment, mais ça s'arrête là. J'ai fait des études de sciences politiques, et donc j'ai toujours été intéressé par l'Europe, puisque en sciences politiques, forcément, on parle de l'Europe. Et donc le mémoire de fin d'études que j'avais fait en 1980, donc ça remonte à quelques années, était justement sur le rôle du Parti socialiste belge dans l'intégration de la Belgique à la CK et à la CED. Et si je me permets de dire ça, parce que parler de choses qui datent de 50 ans, c'est parce que vous avez justement parlé d'Europe politique. Aujourd'hui, en 1950, en 52 et 54, il y a eu des tentatives d'Europe politique, puisque la communauté européenne de défense, la CED, qui a suivi la CK,
était manifestement politique, puisqu'on parlait d'une armée européenne, enfin européenne, c'est-à-dire à 6, les 6 qui composaient la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Et donc, comme la Communauté européenne de défense n'a jamais abouti, puisque malgré que ce soit un projet français avec le plan Pleven à l'époque, malgré que ce soit un projet français, le Parlement français, l'Assemblée nationale, n'a pas ratifié en 1954. Et donc ça a mis un coup d'arrêt ferme à tout ce qui était, je dirais, centralisation politique. On avait mis un coup d'arrêt à l'Europe politique. Et comment vous avez interprété ça, du coup, quand vous avez fait votre j'ai interprété ça parce que... Alors, donc... Comment se fait-il quand... Enfin, excusez-moi, j'y reviens, mais que des politiques puissent refuser la politique... Non, c'est une question de souveraineté, c'est-à-dire que, bon, il faut se remettre dans le contexte. En 1954, on allait faire une armée européenne avec des Allemands. On n'est quand même pas si loin que ça de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en plus, on avait le chapeau de l'OTAN qui existait, puisque tous les pays faisaient partie de l'OTAN. Et on était encore dans le plan Marshall, je suppose Oui, bien sûr. Mais disons, en dehors du plan Marshall, c'était une question... Bon, et puis après, c'était aussi une question de souveraineté nationale. C'est-à-dire, est-ce que, surtout pour un sujet qui est la défense nationale et la défense européenne, est-ce qu'on peut faire fi de tout ce qui est souveraineté? Eh bien non, la France a dit non. Ben, c'était l'époque, vous savez, encore, on parlait du général de Gaulle. C'était l'époque où les Français avaient l'arme nucléaire. Nationalisme, voilà. Gagne. Voilà. Très bien. Et donc ça a mis un coup d'arrêt à l'Europe politique. Par contre, après, on a un peu fonctionné comme une confédération plutôt qu'une fédération, c'est-à-dire que les différents États étaient souverains, mais par des traités qui ont été signés, il y a eu quand même une dizaine de traités, non, 7 traités qui ont été signés au total, qui étaient des traités de délégation de pouvoir à une autorité supranationale. Et donc, c'est progressivement, l'Europe, à partir de 1954, se crée et se rapproche de plus en plus d'une Europe politique. Mais toujours en suivant très lentement, à reculons. Et parfois pas à reculons, mais comme je l'ai dit dans ma dernière conférence, c'est par des soubresauts liés à l'environnement politique et économique mondial. Non, mais je dis reculons non pas parce qu'on recule, mais parce qu'on avance le dos tourné vers le passé. Ben, regardez, aujourd'hui, quand on parle de défense européenne, Macron dit... C'est ce que dit Valéry, hein, on avance dans l'histoire à reculons, quoi. Donc, voilà, exactement. Mais Macron, il dit, moi je veux bien aider les autres au niveau de l'arme nucléaire, mais par contre, c'est moi qui appuyais sur le bouton. Je ne vais jamais déléguer le bouton à quelqu'un d'autre. Bon, j'ai assez parlé, je laisse parler. Ok, très bien. Donc on a une petite idée de ce refus bizarrement politicien de la politique. Exactement. Ouais. Donc mon nom est Jean-Charles Lègue, je suis périgourdin. Oui. J'ai fait des études de droit, d'économie, de sciences politiques à Bordeaux. Et comme je vous l'ai dit il y a un instant, j'ai fait le choix, pour le coup politique, d'orienter ma vie professionnelle sur la construction européenne. C'est comme ça que je suis rentré, après des concours, dans les institutions européennes. Et j'ai terminé mon parcours, après avoir notamment, ça répondra en partie à votre question, mais je vais y revenir, après avoir, comme jeune administrateur, suivi les réunions du Conseil des ministres pour la Commission, où on faisait pour le coup de la politique. Il faisait de la politique. Comment c'est un peu... Attendez, pardon, mais c'est une question idiote sans doute, mais est-ce que déjà vous aviez une définition de politique? Est-ce que ça veut dire j'intègre les bureaux d'un ministère, donc je fais de la politique, ou c'est quoi? Non, pas du tout. Je vous ai dit, je fais le choix de rentrer dans les institutions européennes pour participer à cet animal non identifié. Jacques Delors avait défini l'Union européenne comme étant un animal politique non identifié, pour participer à la construction de cet animal politique. Non identifié. Oui, parce qu'il est non identifié, j'y reviendrai dans un instant. Et dans le cadre
des institutions qui ont été créées à cet effet pour engager la construction européenne, dont on reviendra sur la nature. Puisque la question que vous posez, c'est politique, c'est pas politique. Évidemment, c'est une démarche éminemment politique. Mais, sauf que c'est pas identifié. Non, attendez. Il faut savoir que le point de départ, comme ça a été, Jean-Marie l'a indiqué il y a un instant, le point de départ de cet exercice de la construction européenne, son point de départ repose sur le refus, pour le coup politique, de l'Assemblée française, de procéder à une intégration de l'Europe par la voie fédérale, c'est-à-dire la délégation de compétences de la souveraineté nationale à une souveraineté européenne pour exercer la compétence politique de défense commune. Ce refus-là a bâti l'exercice de la construction européenne. Il n'y a pas d'autre alternative que la fédération. Disons, à ce moment-là, parce que je pense que la politique, le débat politique, il n'a d'intérêt que s'il se fonde sur des réalités. Oui. Il faut des idées, mais qui puissent s'articuler sur des réalités. La réalité politique de nos États à cette époque-là, c'est-à-dire des 6 pays fondateurs de la Communauté européenne, a été, du fait du choix français de l'époque, de dire il n'y aura pas d'intégration institutionnelle des pays européens qui délègueront une compétence principale à un truc qui s'appelle l'Union européenne. Et ça, c'est la fédération, c'est l'idée fédéraliste. À partir de là, 1954, le choix politique de nos États, c'était de dire on va faire de l'intégration européenne sur une autre base, non pas la défense qui est un élément d'intégration fédérale très important, de délégation de compétences, où le pouvoir est transféré, mais on va transférer ce pouvoir uniquement, cette loi, dans le domaine principalement économique. Alors, excusez-moi, je reviens 2 secondes, mais... Donc c'est très important parce que, pour de répondre à votre question, mais on va revenir, on ne fait pas de politique. Si, les États font de la politique en... Bien sûr. Mais vous venez de montrer que donc, le refus, c'est le refus de la fédération. Mais est-ce que c'était le seul terme de l'alternative disponible? Est-ce qu'il y en a... Vous avez parlé de confédération, on peut penser à la Suisse, on peut penser à, je sais pas, une organisation régionale, régionalisme, on peut penser à des cantons, on peut penser à des communes élargies. La fédération est-elle le seul terme possible? Il y a 3 instruments pour faire de l'intégration politique au niveau européen. Le plus high level, comme on dit, c'est la démarche fédérale, c'est-à-dire nos États, nos assemblées nationales délèguent à des institutions la compétence. Modèle américain, disons. Oui, grosso modo. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième, c'est de la coopération intergouvernementale, c'est-à-dire que les États se parlent et décident, sans objectif a priori fixé, de coopérer dans tel ou tel domaine. Ça serait bien une coopérative européenne, ça serait pas mal. Et le troisième instrument, ça a été celui qui a été retenu par nos pays à l'époque, qui a été de dire on va faire de la délégation de compétences avec des institutions, c'est-à-dire que des institutions différentes des États, pour approcher de l'intégration européenne, que l'on peut qualifier de politique, mais seulement dans le domaine économique, ce qui veut dire que nos États faisaient le choix politique de garder au niveau national leurs compétences en matière de défense, de services, d'éducation, sociale et économique en très grande partie. Dites-moi, pourquoi Delors parlait quand même de non-identifié, alors que vous venez de donner une identification, c'est économique, quoi. Mais, disons, en résumé, l'action de Jacques Delors, on peut la résumer comme ceci, comme ça pour répondre à votre question. C'est sur la base de ce que j'indiquais précédemment et des traités qui existaient. N'oubliez pas que le traité de Rome, 1957, est la réponse à l'échec de la CED. C'est ça, là. Donc, l'objectif du traité de Rome, c'était la réalisation du marché commun. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Bien sûr, oui. Et en réalité,
ce processus a échoué. C'est-à-dire que nos États n'ont pas réussi, nos 6 États initiaux, auxquels se sont ajoutés nos amis britanniques, n'ont pas réussi à réaliser cette, entre guillemets, osmose ou libéralisation des échanges à 6, puis 9, puis 10, puis 12, etc. Et donc, nous sommes à l'époque du blocage britannique, puisque le Royaume-Uni est là depuis 1973, et nous sommes en 1984, Delors arrive en 1984. Finalement, pendant 10-11 ans, nos pays, nos États, autour de la table du Conseil des ministres, qui sont des institutions, et du Parlement européen, qui à l'époque avait très peu de pouvoir, n'ont pas réussi à coopérer pour fabriquer de l'intégration en matière économique et réaliser complètement un marché commun. Et c'est ajouté, pour mémoire, le blocage britannique sur le budget européen, puisque les Britanniques disaient, finalement, la France est le premier bénéficiaire avec la PAC, puisque le budget, ce n'était que la PAC à cette époque-là. Et nous, on en a assez de cotiser à ça, puisque nous, on ne bénéficie pas, les Britanniques. Et donc, c'était le blocage, le fameux rebate britannique. Et à partir de là, c'est une chose qui est peu connue. J'avais parlé rapidement à l'Ambroise l'autre soir. C'est que une date très importante sur la nature politique, c'est-à-dire le transfert de compétences des États vers l'Union européenne en matière budgétaire, puisque le traité de Rome était très généreux. Il était assez fédéral, puisqu'il donnait le pouvoir au Parlement européen de l'époque de créer ce qu'il appelait, non pas des impôts, mais des ressources propres. Okay. Et ça a bloqué, jusqu'avec nos ministres britanniques. Et donc, sur cette base-là, il y a eu une réunion très importante, le Conseil européen de Fontainebleau, sous présidence française, avec les Britanniques. Et là, on a décidé de reverser une partie aux Britanniques, ce qui était, par rapport à votre question sur la nature politique, très intergouvernementale et pas du tout fédérale. Oui, oui. Et de fixer que le budget de l'Union européenne serait à 1% de la richesse européenne, 1% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, le budget de l'Union européenne est toujours à 1% du PIB, n'est-ce pas? Donc, évidemment, il a grossi parce que la richesse est élevée, mais politiquement, la démarche d'union politique dont nous parlions à l'origine, à l'instant, finalement, a été bloquée par la volonté de nos États élus par leur Assemblée pour dire on ne va pas plus loin. On veut faire de l'intégration économique, mais on ne veut pas un budget significatif. Okay. Pour rappel, il a été estimé, notamment par des économistes, McDougall à l'époque, que pour aller vers un système fédéral européen, il fallait au moins 5%. 5%. Oui, oui. Donc voilà, juste après. Okay. Nati, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, merci. Mon nom est Matthijs van Waveren. Je suis expert numérique, orienté recherche, et je suis expert indépendant. Une de mes fonctions, c'est de faire des évaluations et des revues des projets de recherche européens. Et c'est là où je connais l'Union européenne, la Commission. Oui. Donc, une partie du 1% du budget dont Jacques-Charles parle est utilisée pour financer des projets de recherche, par exemple, un développement d'une nouvelle puce européenne, pour s'affranchir des développements aux États-Unis, à Taïwan, etc. Et alors, ces projets, justement, ce sont des projets qui sont toujours collaboratifs. Donc, il faut au moins 3 pays européens qui participent à ces projets. Donc là, on voit la force de la Commission européenne, justement, parce qu'elle peut mettre en place des projets où plusieurs pays collaborent ensemble. C'est la coopération dont parlait Jean-Charles. Oui. Et ça, ces projets, et c'est chaque année, les buts des projets sont définis, donc ça évolue avec le temps. Hein. C'est de l'innovation, donc chaque année, quels sont les nouveaux projets. Et cette année, ce sera dans l'IA, la microélectronique,
les nouveaux ordinateurs. L'horreur etc. absolue, donc. Mais, disons, pour ne pas être, justement, pour développer cette technologie en Europe, Oui. ce qui est important. Voilà, je voudrais juste finir Vas-y, vas-y. que je suis avec le mouvement européen Dordogne, comme nous trois, Oui, oui. que cette association en Dordogne organise des conférences. Et justement, la prochaine conférence, ce sera le 3 avril à l'Embrasse, à partir de 18h30 dans la salle des fêtes. Et le sujet, c'est le récit de la carte géostratégique de l'Europe. Géostratégique de quoi, pardon? De l'Europe. De l'Europe. Eh bien, dites donc. Alors, si les viewers veulent participer, ils sont bien sûr les bienvenus. Très bien. Alors, OK. On a compris la situation, je crois. Il y a quand même une chose dont nous n'avons pas du tout parlé jusqu'ici, mais on va peut-être y venir. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot de valeur, le mot de culture, le mot de droit même. Parce qu'il me semble que l'Europe, c'est aussi ça. Enfin, il y a des institutions européennes juridiques, très importantes. Enfin, les droits de l'homme font partie aussi de cette affaire. On peut faire recours à eux contre même notre propre juridiction si on pense que notre propre juridiction ne respecte pas les valeurs européennes. Alors, comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est un pas vers, alors, disons pas fédération, parce que c'est peut-être une utopie la fédération, mais enfin, vers quelque chose qui soit autre que la simple coopération économique, sans aller effectivement jusqu'à la fédération, mais enfin, qui pourrait être un pilier autrement plus rigolo et sympathique que la pseudo-intelligence artificielle, qui, comme chacun le sait, n'est ni intelligente ni artificielle. Alors, allez-y. Oxymore. Le droit, la culture, la morale, les valeurs, enfin, je ne sais pas. Je vais le faire après toi, vas-y, oui. commence. Non, mais il est vrai que vous avez tous assisté à la conférence qu'on a donnée. Et disons, c'était difficile de parler de culture et de valeurs quand on parlait de Trump et de Poutine. Donc, ceci étant... Parler des contre-valeurs, c'est parler des valeurs. Voilà, donc c'est un peu comme Staline qui disait un mort, c'est un drame, et 1 million de morts, c'est une statistique. Voilà. Donc... ici, c'était un thème qui était forcément orienté vers tout ce qui est guerre, tout ce qui est impact des décisions de Trump et de Poutine. C'est vrai que, alors, je reviendrai aussi à notre ami Winston Churchill, qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il n'avait pas baissé du tout le budget de la culture, parce que quand on lui posait la question en disant pourquoi vous ne baissez pas le budget de la culture et pourquoi vous ne mettez pas cet argent-là dans l'effort de guerre, il disait mais pourquoi nous battons-nous si ce n'est pour la culture? Donc la culture c'est fondamental dans tous les pays démocratiques, je dirais, puisque sans valeur, sans culture, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'est pas que des machines. C'est quand même de grands mots, donc ça serait intéressant de les éclairer un petit peu, parce que c'est comme l'Europe dont il disait il n'y a pas d'Europe, il n'y a que des preuves d'Europe. La culture, les valeurs, c'est pareil. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de morale, il n'y a que des preuves de morale et des preuves de valeur. Voilà. Bon, donc il faudrait quand même éclairer ça d'un peu près. Les institutions européennes, excusez-moi, ça me vient à l'esprit, mais il y a quelques jours à Bergerac, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous pouvez toujours le voir sur Canal Pop en tout cas, un jeune historien français, M. Chapoutot, est venu parler de son livre qui s'appelle « Les irresponsables ». Et ce qu'il appelle les irresponsables, c'est le personnel politique allemand, essentiellement, entre 1918 et 1933, c'est-à-dire ce qu'on appelle la République de Weimar, etc. Et il dit ce sont des irresponsables. Il démontre ça très bien, comment les décisions se prennent. C'était pas écrit du coup sur le marbre, rien n'était fait d'avance, mais les réponses des irresponsables ont fait le boulot en quelque sorte. Or, il me semble que, évidemment, Chapoutot ne s'en prive pas, il fait le rapport avec ce qui nous arrive aujourd'hui, les Poutine et autres.
Et évidemment, les irresponsables sont toujours là, mais je crains qu'ils aient même envahi la planète. C'est-à-dire que même si tout le monde ne s'appelle pas Trump ou Poutine, je crains qu'il y ait beaucoup de petits Trump et de petits Poutine. Enfin, ils sont déjà très petits, donc il n'y a pas besoin de les rapetisser encore. Mais voilà, donc c'est ça aussi dont il faut parler. Il ne suffit pas de dire culture, culture, morale, morale. Les valeurs européennes sont quand même pas très bien dans leur peau. Non, oui. En effet, donc, vous touchez un point fondamental qui est sur quelle base la construction européenne telle qu'elle a été décidée se fonde-t-elle sur quelles valeurs et sur quelles règles? Le point fondamental, c'est que la construction européenne, sur la base telle qu'elle a été définie dans le traité de Rome, mais ensuite les traités successifs, c'est premièrement que seuls les pays démocratiques peuvent participer à l'exercice de la construction européenne. Et deuxièmement, l'instrument de mise en œuvre des décisions des institutions européennes, c'est l'état de droit, les règles de droit. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les critiques que l'on voit, en particulier en France, c'est-à-dire toute cette bureaucratie, en réalité, il y a deux points fondamentaux. Un, ne participe à la construction européenne, dans le cadre des institutions, que les États reconnus démocratiques, donc élus par des parlements nationaux, etc., suffrage universel. Et deuxièmement, l'application de règles de droit comme l'instrument de fabrication de l'action européenne. C'est la raison pour laquelle le débat politique, dont vous avez parlé dès le début, se cristallise dans le cadre des compétences reconnues à l'Union européenne, dans le domaine. Il y a un droit européen, exemple, je ne me trompe pas. Hein. Il n'y a que du droit européen où il n'y a rien. C'est ça. Il y a un instrument qui s'appelle une institution, la Cour de justice européenne, dont le siège est à Luxembourg, qui est là pour dire aux États ou à la Commission européenne, aux institutions, là vous vous trompez, vous n'appliquez pas les règles de droit et on annule la décision. On est bien d'accord, le nationalisme dont on parlait au départ, là il est laminé. Là. Il est laminé, absolument. Oui. Encore une fois, dans les domaines où il a été reconnu par les traités, oui, la compétence, c'est-à-dire l'autorisation pour nos gouvernements dans les États et le Parlement européen d'agir. Très bien. Deuxième point par rapport à votre question, c'est que la nature des décisions de l'Union européenne n'est pas uniforme. Il y a les décisions pour mettre en œuvre le marché intérieur, qui est le cœur du moteur, si je puis dire, pour nous. C'est finalement deux choses. C'est la concurrence, à partir des règles qui ont été établies et adoptées par les États au sein du Conseil des ministres, à la majorité qualifiée, et non pas à l'unanimité. Bien sûr. Et d'autre part, en codécision avec le Parlement européen. C'est une des choses qu'on critique, qu'on peut critiquer dans l'Europe, c'est la permanence de la majorité qualifiée. Mais si, la majorité qualifiée, ça veut dire quelque chose, je m'excuse. Il y a des grands pays en termes de population et des tout petits pays, le Luxembourg, comme vous savez. Donc, on est loin du suffrage universel, en l'occurrence. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non ? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le fait de reconnaître la représentation, puisque nous sommes dans le cadre d'une coopération interétatique au sein du Conseil des ministres, le fait que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Slovaquie, qui pèsent en termes leur contribution au vote est proportionnelle à leur poids démographique. C'est proportionnel. Qualifié veut dire proportionnel, en fait. Proportionnel. Ouais, et deuxièmement, c'est pour qu'une décision soit prise, non pas à l'unanimité, et là, le phénomène démocratique est très faible, à l'unanimité, alors que par la composition de la majorité qualifiée, c'est-à-dire d'arriver à plus de 50% par la quantité de population des États et la garantie de la représentation des petits États. D'où le Parlement européen qui est le Parlement européen qui, lui, vote
à la majorité Un simple, exemple comme de compromis. le Parlement national belge ou français. Oui, Donc, oui. premier point, la procédure de décision garantit la représentation démographique de chacun de nos pays. Ok, ok. Et deuxièmement, il n'y a pas des décisions uniformes. Ce sont ces décisions-là pour la réalisation du marché intérieur, en matière de transport, en matière d'environnement, le pacte vert, mais il y a des processus de décision de caractère fédéral dans 3 domaines. Pour réaliser le marché intérieur, les traités ont reconnu à une autorité, la Commission européenne, la compétence exclusive pour garantir que les conditions de la concurrence sont réalisées par les États au sein des entreprises. Donc il n'y a qu'elle, la Commission, à laquelle il est retenu, elle est l'arbitre, si vous voulez, avec la Cour de justice au-dessus pour dire non, la Commission s'est trompée ou l'organe de concurrence nationale espagnol s'est trompé. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que, puisque l'objectif est de réaliser un marché intérieur, qui est en grande partie réalisé, autour de ce marché intérieur et dans ce marché intérieur, nos entreprises, nos États, coopèrent avec des entreprises de par le monde. Ben oui. Et pour ça, il y a une politique commerciale qui a été décidée, D'accord. c'est-à-dire trouver des accords sur des produits, etc. Et là, puisqu'il était techniquement et politiquement très difficile de gérer ça autour de la table du Conseil des ministres à l'unanimité, Oui. donc il a été délégué dès le traité de Rome et maintenu ensuite à la Commission, le fait de négocier des accords avec tel ou tel pays. Okay. Mais, contrairement à ce qu'on rencontre en France, parce qu'on parle de façon souvent très incompétente sur ce qui se passe en Europe, la Commission, elle va négocier des accords commerciaux, là c'est des caractères fédéral, sur la base d'un mandat qui a défini les États et le Parlement européen, lesquels sont dans son dos pour surveiller si elle respecte la négociation et revient toujours... Et la décision finale est... La proposition est faite par la Commission et la décision est prise par les États et le Parlement. Et puis il y a un troisième, c'est que dont on ne parle pas beaucoup, c'est la Banque Centrale Européenne. L'euro, oui, bien sûr. L'euro est une décision politique éminemment fédérale. Puisque là, pour le coup, nos États ont délégué la compétence monétaire à la Banque Centrale. Mais pas tout à fait, même si la Banque Centrale est maîtresse des décisions. Mais la Banque Centrale, c'est qui, la Banque Centrale Européenne? Le payeur en dernière analyse. Ce sont les gouverneurs des banques centrales nationales qui sont autour et qui votent à la majorité. Donc, je me permets de rappeler ça pour montrer que le processus de fabrication du droit européen est variable selon les sujets. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que... Merci pour tout ça, parce qu'on voit bien que politique, ça veut dire, en réalité, on tourne, on se retourne, on manipule, voilà, c'est pas le paradis sur Terre, hein, mais c'est pas non plus l'enfer, vous avez raison, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est vrai. Oui. L'Europe a déterminé plusieurs types de compétences. Vous avez des compétences exclusives pour l'Union européenne, vous avez des compétences partagées, vous avez des compétences d'appui et vous avez des compétences qui sont exclusivement nationales. Et pour revenir au point sur la culture et les valeurs, je peux vous dire que les compétences exclusives de l'Union européenne ne sont pas du domaine de la culture. Évidemment. Puisque la culture, d'après les thèmes qui sont partagés, la culture arrive au niveau des compétences exclusives nationales et également aux compétences d'appui de la Commission européenne, de l'Union européenne sur les pays. Voilà.
Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs niveaux. Bien sûr. Et Oui, comme oui. disait Jean-Charles, les niveaux supérieurs d'exclusivité de l'Union européenne sont définis par les traités. Et c'est principalement des compétences qui sont du domaine économique. Oui, oui. Non, on ne va pas rêver d'uniformité, hein, on est d'accord. Ça, Cessons de rêver. très loin. De l'uniformité. Et vive la difformité d'ailleurs, puisque c'est ce qui permet peut-être aussi la liberté, ou le fait que ce ne soit pas des faits accomplis et qu'il faut toujours... Puis-je vous donner un exemple précis que je trouve que j'ai vécu par rapport au sujet que vous êtes proposé à discuter, c'est-à-dire quelle est la nature de la décision politique finalement. Lorsque Jacques Delors est arrivé comme président de la Commission, il y avait déjà en discussion entre nos États l'idée d'une coopération en matière d'éducation, je parle d'éducation au sens scolaire du terme, puisque vous êtes enseignant, pour organiser une coopération au niveau de l'Union européenne, en plus de ce que chacun des États fait chez lui en fonction de ses compétences. Oui, c'était Erasmus. Et donc, à ce moment-là, ça avait été proposé par la Commission, alors que le traité est extrêmement faible sur l'action qui lui est reconnue en matière culturelle, de faire de la coopération. Nos États, à l'époque, et la France en particulier, avaient refusé ce qui avait été mis sur la table, le projet Erasmus. C'est ça. Il avait été proposé. Et donc, pour répondre à votre question sur la nature politique, Delors, président de la Commission, a stoppé la discussion au sein des groupes d'État, est venu devant le Conseil européen de l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, en disant « Personne à la Commission européenne ne cherche à remettre en cause la compétence nationale de chacun de nos pays en matière culturelle et en matière d'enseignement, puisqu'elle est nationale, mais on vous propose d'organiser en plus un degré de plus, oui. Une coopération qu'on va appeler Erasmus sur le système que nous connaissons. Bien sûr. Et les chefs d'État et de gouvernement de l'époque ont découvert ce débat qui avait lieu comme on dit à Bruxelles, en Stummelings. En douce. C'est-à-dire en douce. Qui était dans les groupes de travail où, entre deux chaque cigares État était et représenté par trois son administrateur banquets. représentant l'éducation nationale. Et les États ont décidé à l'unanimité. Ah, et oui, c'est marche. évident, on a besoin de ça. Hein. Donc, j'évoque cet exemple parce que je crois qu'il est très significatif sur le débat politique. Et nous sommes aujourd'hui un peu dans cette situation-là, devant la question de la défense au niveau européen, où l'Union européenne n'a pas de compétences spécifiques, mais devant la réalité des choses, que vous avez évoqué il y a un instant, elle se pose la question entre guillemets, d'un Erasmus en question de défense. Et justement, pour rebondir sur la défense, cette compétence qui est en ébullition, il y a des changements en cours. Oui. Et comme par hasard, là, on ne parle plus d'économie. Même les Allemands disent non, mais la dette, c'est pas grave, bon, tout va bien. Oui. Mais alors, par exemple, justement dans le domaine de la défense, on voit que chaque pays a sa propre compétence. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a 28 doublures. Chaque pays fait exactement la même chose. Donc si on regarde les montants, l'Union européenne dépense déjà 2 fois plus que la Russie en défense, et c'est tellement éparpillé, c'est tellement inefficace. Les États de l'Union européenne. Les États, si on ajoute... Oui, pas la Commission. Oui, pardon, les États. Donc, c'est là où la fonction de la Commission européenne, c'est pour faire des collaborations, pour faire plus efficace, pour simplifier. J'espère que Erasmus, c'est pas tout à fait la même chose. Non, non. Elle ne voulait tuer personne, alors que là, il s'agit quand même de tuer du monde avec la défense. Et plus on tuera, et plus on fabriquera des munitions à Bergerac. Donc ça me réjouit pas vraiment, quoi, cette histoire. Mais bon, là, juste une question. Il ne faut pas se défendre. Comment ? Il ne faut pas se défendre. Est-ce qu'on est attaqué ? Nos États, l'Union européenne n'est pas menacée. Est-ce qu'on est attaqué ? Est-ce qu'on est blessé ?
Bon, écoutez, Je dirais, excusez-moi. je regrette, mais l'Europe ne nous a pas permis d'éviter la guerre. Jamais, jamais, jamais. Ben, il faut dire que... La guerre planétaire. Non, mais disons, il y a quand même l'OTAN qui existe et donc qui couvrait tous les besoins militaires, je dirais, des Européens. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on parle À quel prix? À quel prix? Ben, à quel prix? C'est-à-dire, excusez-moi, moi j'ai 70 ans, je n'ai jamais connu la guerre. Voilà, c'est ça. À part la sécurité de quelques boomers comme nous, qui avons beaucoup de chance, mais qui oublions juste de regarder un peu par-delà nos montagnes ou nos mers et voir à quel prix nous avons payé cette sécurité dont nous avons bien profité. Je suis d'accord. Voilà. Donc, et je trouve qu'il est logique de s'interroger. Enfin, pourquoi est-ce qu'on s'interroge tellement sur la défense aujourd'hui? C'est parce que c'est Trump qui remet en cause l'OTAN. Et qui remet en cause, il dit, si jamais il y a une guerre avec les Russes, c'est pas sûr qu'on va défendre les différents pays européens. Et donc là, il y a un véritable risque. Donc, quand on dit soubresaut de l'Europe, je dis, ici, il y a un risque. Au vu de l'histoire, parce que l'histoire nous enseigne aussi, par exemple, tout ce qui s'est passé en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30, avec l'annexion de différents pays, comme le fait Poutine aujourd'hui, Hitler l'avait fait précédemment, on se dit, est-ce qu'on risque ou non d'avoir une guerre qui va déborder les frontières de l'Ukraine? Et moi, je suis intimement persuadé que une fois que l'Ukraine sera terminée pour Poutine, la première chose qu'il ira faire, c'est d'aller attaquer les pays baltes pour récupérer Kaliningrad. Donc, et pourquoi pas la Finlande, parce que ça faisait partie de l'ancienne bloc de l'Est. Aujourd'hui, quand on a des individus de ce gabarit-là, comme Poutine... Oui, là, ne disons pas les Russes, parce que les Russes, Poutine, ils ne sont pas pour grand-chose. Pas plus que les Français ne sont pour grand-chose dans leur gouvernement. Oui, mais enfin bon, disons, ils participent quand même aux guerres. Ils ont quand même 1 million de personnes... qui sont impliqués directement dans la guerre. Oui. Donc, bon, les Russes, ils sont aussi... ils reçoivent une propagande, qui dit propagande, dit message unilatéral de la part de Poutine, donc ils pensent toujours que c'est... parler des Russes, quoi. Non, mais je parle de Poutine. Les Ukrainiens. C'est je vous qui avez croyais que vous étiez le mouvement européen et que vous préfériez parler des Européens. Non, mais je dis l'Europe est obligée aujourd'hui... L'Europe est obligée aujourd'hui de montrer qu'elle est forte, qu'elle est capable de résister à une quelconque invasion si on est attaqué. Et ce n'est pas en désarmant l'Europe que l'on va y réussir. Aujourd'hui, on est obligé de... On ne peut plus compter sur les Américains avec l'OTAN. Il y a la guerre aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, si les Européens ne se réarment pas d'une manière intelligente, on risque de nourrir les ambitions des pays étrangers. Bien. Vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, dames, derrière les caméras? Non? Oui, peut-être. J'ai pas mon Mathis? micro, mais peut-être que tu pourras... J'ai oublié de prendre mon micro. Pardon? J'ai oublié de prendre mon micro, donc peut-être il faudra... Ah oui. Non, c'est bon. Tu pourras répéter la question. Mais absolument, vas-y. Philippe a une question. Tu as affirmé qu'en tant que boomer, vous aviez vécu dans la paix depuis votre naissance. C'est oublié qu'en Europe, il y a eu la guerre en Yougoslavie. Vous avez une Europe rétrécie. Ouais, bien entendu. Et la question qui se pose, c'est que l'Europe n'a pas empêché cette tragédie Elle a été incapable. en 1980. Voilà. Oui, alors Philippe faisait allusion, entre autres, à la guerre, ce qu'on appelait l'ex-Yougoslavie, donc dans les années 90 à 95, même à 2000, si on va jusqu'au Kosovo. Voilà, donc c'est vrai que nous n'avons pas connu la guerre, mais seulement dans l'ignorance de ce qui arrivait, quoi. Hein. Mais c'est pas une excuse d'être ignorante. Oui, mais d'un autre côté, l'OTAN a quand même bombardé la Serbie. Et c'est les troupes de l'OTAN qui ont... 99. Voilà, oui. donc l'OTAN est quand même intervenue d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, voilà. Mais je pense que c'est un très bon exemple, entre guillemets, le rappel de ce drame qu'il y a eu autour de la Serbie. Qui est peut-être pas fini. Hein. Je pense qu'il ne fait que commencer. Mais
c'est un très bon exemple parce que, pour revenir à notre sujet, l'Europe, encore une fois, l'Union européenne telle que je me suis permis de rappeler, l'instrument, avec sa compétence, je dirais, qui ne lui accorde pas de compétence d'action en matière de défense, nos États à l'époque, nos gouvernements nationaux, n'ont pas voulu, pas pu, en tous les cas certainement pas dans le cadre des traités de l'Union européenne, ni dans un cadre intergouvernemental, d'organiser une force d'intervention pour aller en Serbie. Donc, en effet, la démonstration a été faite, et je pense que l'alarme a été donnée dès cette époque, sur le fait que coopérer pour réaliser de l'union économique, c'était utile, mais pas suffisant en termes de capacité politique, pour reprendre votre terme initial, pour donner à l'Europe, c'est-à-dire dans ce cas-là les pays européens, puisque l'Union européenne, la capacité et la volonté, puisque nos pays n'ont pas voulu mettre le petit doigt pour aller à Sarajevo, n'est-ce pas? Et que, à ce moment-là, comme ça vient d'être rappelé, comme Jean-Marie l'a indiqué, ce sont les Américains, sous l'égide de l'OTAN, qui sont intervenus pour, entre guillemets, faire la paix. En 1995, Chirac et la force de réaction rapide, quand même. C'était après un génocide, bien sûr, mais bon... Oui, d'accord, mais dans le sujet, dans les Balkans, la réalité, c'est que ce sont les Américains qui ont fait le job, entre guillemets, à notre place de nos pays européens. Nous avons été, si j'ose dire, incapables, en termes génériques, et en termes politiques, et en termes institutionnels. Parce que institutionnellement, nos pays n'avaient pas voulu en 1954. Vous espérez que ça va s'arranger, ça? Écoutez, alors maintenant on parle de la situation actuelle. Moi, je ne suis pas un bisounours, je ne crois pas au Père Noël. Je constate que dans les crises que les pays de l'Union européenne et l'Union européenne ont rencontrées depuis finalement une quarantaine d'années, elle a fait des progrès quand elle était en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes devant la difficulté majeure, c'est-à-dire survivre. Parce que... Pas encore, ça va. Oui, mais écoutez, si je lis bien correctement les journaux, notamment dans notre beau pays qui s'appelle la France, j'entends beaucoup sans vouloir citer personne, d'éminentes personnalités, comme on dit, ou d'opinion publique, d'opinion partagée sur le fait, oui, mais la guerre n'est pas chez nous. C'est facile. C'est ce que disait Jean-Marie. C'est ce que tu disons, il n'a pas connu la guerre, donc ça va. Non, mais moi, je constate. C'est toi qui l'as dit. Je constate, ce n'est pas une originalité, que la Russie, soutenue ou pas par son peuple, j'en sais rien, parce que nous n'avons aucune température pour le juger. Si, il y a quelques chercheurs qui s'en occupent. Disons, la propagande qui leur est vendue, c'est celle d'une opération spéciale anti-nazi, donc on prend les gens pour des imbéciles. Comme en France, pareil, les médias prennent les gens pour des imbéciles. Donc, on n'a pas beaucoup nous sommes vraiment dans le débat que vous avez initié au début de cette conversation sur la capacité et la volonté politique de nos différents instruments, nos États, de dire on fait des trucs ensemble. Moi, je constate, sans être un bisounours, que depuis un mois, ils sont en train de se bouger pour essayer d'organiser quelque chose. Inch'Allah. Que Dieu vous écoute. Écoutez, moi oui, je suis un pragmatique. Oui, tu voulais dire. Alhamdulillah. Et non, je voulais juste vous prévenir que nous organisons toute une série de conférences sur les sujets sur lesquels nous parlons en ce moment. À partir d'avril, donc. Oui, tout à fait. Donc, il y a tout un programme. Très bien. On mettra ça, oui. Et vous pouvez aussi, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les dates et toutes les détails. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais j'avais une dernière question. Vas-y, il y a encore une question. Parce qu'on a beaucoup parlé de valeurs et de culture. Enfin, on a prononcé le terme valeurs et culture. Le PAC. Non, la PAC, c'est pas la culture. Pas pas l'agriculture. en double.
Après tout, l'agriculture est une culture. Ouais, ok. J'aimerais savoir ce que le mouvement européen pense de cette phrase de Valéry que Gilles vous a transmise, je crois que tu as envoyé les documents. Valéry a écrit en 1922 « Je considérerai comme européens tous les peuples qui ont subi 3 influences, la première celle de l'Empire romain, ensuite le christianisme et enfin la Grèce. » Il y a quand même quelqu'un qui est oublié, c'est l'Empire ottoman, c'est l'islam. Comment est-ce que le mouvement européen s'inscrit dans cette délimitation de l'Europe? Est-ce que vous partagez ce que dit Valéry en 1922? Alors attends, je vais essayer de résumer ta question. Ouais. J'espère que tout le monde l'a compris. Ah oui, d'accord. Donc, Paul Valéry, en 1922, écrit que il considérerait comme européens tous les peuples qui ont subi 3 influences, l'Empire romain, le christianisme et la Grèce. C'est ça? Quid de l'Empire ottoman? Et l'Empire ottoman, oui. L'Empire ottoman n'apparaît pas. Enfin, c'était dans la question en fait de l'intégration de la Turquie, dans les Balkans, il y a quand même une musulmane très présente. Donc ta question consiste... En gros, la question c'est est-ce que c'est un frein à l'intégration à l'Europe? Quoi donc? L'islam. L'islam est-il un frein à l'intégration européenne? Moi, je peux, si vous permettez, je vais répondre. Alors, je vais répondre d'abord à la française, parce que vous aviez quand même l'Algérie qui était française, et finalement, le général de Gaulle a abandonné l'Algérie tout simplement parce que rajouter à 50 millions de Français chrétiens, 40 millions de musulmans et les faire participer à l'Assemblée nationale, c'était un peu trop. Moi, quand je vois de Gaulle, je vois la Croix de Lorraine. Pour moi, c'est du christianisme pur et dur. Donc, c'était une guerre de religion que d'empêcher les musulmans d'Algérie d'intégrer la France. Quand on parle de l'Empire ottoman, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, la Turquie aujourd'hui. Alors, je voudrais repositionner la Turquie où elle est placée. La Turquie est entre la Russie et l'Iran et Israël. La Syrie, le Liban, Israël. De l'autre côté, il y a la Chine et l'Europe. Donc, c'est quand même un carrefour assez intéressant. Alors, la Turquie a ceci d'intéressant. Enfin, c'est quand même 100 millions de musulmans qui ont frappé à la porte de l'Europe. Et si je me souviens bien, c'est l'ancien président Sarkozy qui a... Ça fait 25 ans qu'ils attendent très patiemment. Oui, mais justement, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que c'était un pays laïque, puisque suite à Atatürk, etc., il était devenu laïque. Encore une fois, moyennant un génocide. Mais bon. Aussi. Enfin bon, on peut parler de génocide. Pour moi, il y a beaucoup de pays qui ont... les Belges, avec le Congo belge, ils ont fait un génocide. Je ne vous le fais pas dire. Si on parle de Napoléon... Comme quoi, on n'est pas si ignorants que ça, nous autres. Non, mais Napoléon, excusez-moi, mais il est quand même responsable de 3 ou 4 millions de morts en Europe, etc. Donc on peut... Parlons pas de ces choses-là. Parlons de la Turquie. La Turquie, elle a frappé à la porte de l'Europe, on leur a dit non. Comme conséquence, ils se sont radicalisés un peu au niveau de la religion et c'est devenu un pays un peu infréquentable. Mais par contre, ils font partie de l'OTAN. Ils bloquent les Russes au niveau du détroit des Dardanelles et ils bloquent les Russes en mer Noire. Donc, mais par contre, ils profitent d'un autre côté du commerce avec les Russes parce qu'il y a des embargos qui empêchent les Russes de faire du commerce avec nous. Donc eux, ils en profitent. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête parce que c'est les grands profiteurs du système. Mais aujourd'hui, quand on regarde les forces armées turques dans l'OTAN, c'est une force considérable. Je ne sais pas, je crois que c'est 20 ou 25% des forces armées de l'OTAN présentes dans la région. C'est considérable. Et donc, on ne peut pas s'empêcher. Donc la réponse à la question de Philippe, ce serait quoi? Ce serait obstacle ou pas obstacle? C'est un obstacle, forcément. C'est le même réflexe d'une Europe chrétienne par rapport à l'islam. C'est-à-dire, on va laisser les musulmans d'un côté, comme De Gaulle a empêché l'Algérie de devenir française. Et je peux juste ajouter quelque chose? Oui, enfin, il faut
faut pas se fermer les yeux. Il y a une grande minorité musulmane en Europe. Bien sûr, oui. Il y a l'Allemagne qui a laissé 1 million de Syriens rentrer. Il paraît qu'il y a une grande minorité de femmes aussi en Europe, c'est possible ça. Donc ils font partie de l'Europe. On ne peut pas se cacher de ça. C'est une partie de la culture européenne, elle est islamique, c'est bien clair. Sûr, bien sûr. On n'est pas seulement chrétien, on n'est pas seulement juif. On est toutes les minorités aussi importantes. Arabo-andalouse. Est-ce que je peux rajouter un mot sur ce point, à mon avis, très important. En effet, comme Jean-Marie l'a rappelé, la construction européenne telle qu'elle a été construite a été fabriquée sur le plan idéologique et culturel par deux forces politiques de l'époque et qui aujourd'hui existent encore mais plus fragiles, qui sont les démocrates chrétiens, les libéraux et les sociodémocrates à l'allemande, ou les socialistes français d'avant la période actuelle. Donc, le bâti culturel idéologique est celui-ci avec une substance motrice majeure, Jean-Marie évoqué, sur le fait que les démocrates chrétiens ont été le moteur dès 1957 et ensuite avant, avec le rôle des chanceliers allemands ou chancelières allemands déterminant, et avec un appui du point, puisque nous sommes en France, un appui bancal variable du point de vue culturel, idéologique en France, mais pour retomber sur votre question, qui est celle de l'élargissement futur de l'Union européenne. En effet, les pays des Balkans, la Turquie, qu'on a évoquée, ont une base culturelle et idéologique différente. Et notamment, moi je ne fais pas de lien direct avec la question religion sur la question musulmane, mais avec une relation à un des fondements de la construction européenne telle qu'elle est, qui est celle qu'on a évoquée, l'état de droit et régime démocratique, qui aujourd'hui sont fragiles dans ces pays. Donc c'est une réalité importante, y compris en Ukraine, où on sait bien que la fragilité de son tissu, et les pays baltes, les pays des Balkans, eux aussi ont un appui démocratique selon le système de la démocratie pluraliste extrêmement variable, pour faire un understatement. Donc, en effet, ça sera une question importante sur le processus de décision, puisque les décisions de caractère politique à l'intérieur de l'Union européenne, elles se font à l'unanimité des États. Donc, il est bien évident que le chef du gouvernement turc, ou le président turc, par exemple, ou le président de la Serbie, peut-être ne correspondent pas tout à fait aux critères de vie démocratique sur lesquels nous nous sommes fondés. Donc ça va être une difficulté majeure. D'accord. C'est bon? Rien d'autre à ajouter? Ça fait une bonne heure que nous sommes là. Je vous avais apporté, pour illustrer la difficulté, ce graphique qui est le PIB des États-Unis, on le voit, de façon proportionnelle, le budget de la défense américaine, puis le budget européen, puis le budget français, et puis, voilà, pour montrer que, dans le cadre de la discussion que vous avez initiée, ça a été un exercice. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez. On va augmenter la dette. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Peut-être qu'on refera ça une autre fois. Sur l'IA. Sur l'IA, oui. Mais si vous voulez, je prépare, enfin, je ne sais pas si tu l'as préparé. On va faire une conférence sur quel fédéralisme pour l'Europe. Ah, tout de même. Voilà, carrément utopique, votre truc, là. Non, c'est pas carrément utopique. Mais je voulais revenir sur un truc que vous aviez dit au départ, mais bon, j'ai pas relevé. Pardon, continuez mon cours ou
Je ne sais pas si vous voulez... Oui, parce que vous aviez parlé, on avait parlé de confédération et de fédération, et vous avez pris comme exemple la confédération helvétique. Alors, vous qui êtes professeur de philo, vous savez que la sémantique est importante. Oh, absolument, voilà. Oui. Donc, quand on parle de fédération, il y a des pays qui se disent fédéraux, mais qui ne le sont pas du tout. Ah ben c'est ça qui est embêtant. Il y a même des pays qui se disent démocrates et qui ne le sont pas. Voilà, non plus. exactement. Incroyable. Par exemple, pour moi, il y a souvent une confusion entre fédéralisme et régionalisme. Le régionalisme, c'est quoi? C'est un État souverain, un État de droit, qui délègue à des régions certaines compétences. Et donc là, on parle de régionalisme. Mais à l'inverse... Est-ce que vous avez un exemple de régionalisme la Belgique. Mais la Belgique. La Belgique. L'Allemagne. L'Espagne. L'Espagne aussi. Oui. L'Espagne, prenez l'exemple. L'Autriche. Voilà, quand vous avez un pays comme l'Espagne... Ça ne vous plaît pas? Ah si. Non. Regardez, non. aujourd'hui, ils ne s'entendent pas au mouvement. Les différentes régions, comme la Catalogne, le Pays Basque, etc., si ces régions veulent prendre leur indépendance, regardez Karl Puigdemont. Oui, d'accord, oui. Eh bien, il a essayé. Ben, il est en exil en Belgique et il y a une épée de Damoclès sur lui parce qu'il est recherché au niveau. Bon. Donc ça veut dire que c'est un État fort qui délègue à des régions. Mais ce n'est pas un État fédéral. La Belgique se dit un État fédéral, mais c'est l'État central, disons l'État, qui décide quelles sont les compétences qu'il va accorder aux régions. Tandis que la construction européenne, c'est l'inverse. C'est des États qui essayent de construire quelque chose. Donc là c'est du fédéralisme, l'autre c'est du régionalisme. D'accord. C'est en haut et en bas. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Voilà, merci à vous. À tous, vraiment, merci beaucoup.